Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue donc dans votre nouvelle émission Roue Libre. Voilà, c'est une émission que vous propose Zitata. On va parler bien sûr cyclisme ce soir et on a donc tenu à avoir des invités de qualité qui vont vous parler de vélo et qui vont peut-être vous apporter un éclairage peut-être différent de ce qu'est le monde du cyclisme aujourd'hui. Alors tout de suite, eh bien, on va passer à la présentation de nos invités. Il est là sur ma droite, on le présente plus, mais il est là. Il a répondu présent à notre invitation. C'est l'ex-président du comité cycliste régional. Il a une très longue carrière à tous les niveaux. On le salue. Bonsoir Alfred Desfontis. Bonsoir, je tiens d'entrée à te remercier Zitata pour cette nouvelle émission, Roue Libre. Et je trouve que c'est quelque chose d'important pour le développement de notre discipline, développement de notre jeunesse. Pour aller vers cette discipline, il faut qu'ils puissent voir comment que ça se passe. Et cette émission est là pour permettre à la jeunesse de découvrir ce que c'est que la discipline que nous dirigeons. Et merci encore, merci au directeur qui, il y a très longtemps, m'a dit, finalement, on a débuté, mais on va arriver petit à petit au sport. Et nous sommes là aujourd'hui. Félicitations à vous. Et je souhaite un avenir sûr à cette émission Roue Libre pour le sport. Merci Alfred. En tout cas, vous êtes notre premier invité. En face de lui, il y a aussi un invité de qualité qui est aussi une partie prenante dans le cyclisme. On le salue bien. Bonsoir Raymond Raffin, président du CCV. Alors, bonsoir Marc, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zitata. Alors, pour une première, je trouve que c'est une très bonne initiative de créer cette émission et de l'intituler Roue Libre. Et je peux que souhaiter que ça se passe bien, qu'on puisse savoir si ça peut aller dans la durée. C'est tout le bonheur qu'on souhaite. À côté du président Desfontis, il y a aussi un homme qui est un éminent spécialiste, dirigeant, c'est le fondateur du VTT. Déjà il y a quelques années, on le salue bien. Bonsoir Guy Flavien. Bonsoir Marc et bonsoir à tous. Et merci pour cette invitation qui honore une fois le VTT. La famille Flavien est toujours à l'honneur parce qu'elle a toujours marqué toutes les époques. Et puis en face de lui, eh bien, il y a un coureur qui est un peu un coureur atypique. C'était un brillant espoir du cyclisme. Malheureusement, un grave accident l'a malheureusement handicapé. Il a rebondi aussi grâce au sport. On est ravis de le revoir et on sait qu'il a encore la pêche, le dynamisme pour continuer une autre forme de carrière. On le salue bien. Bonsoir Yannis Sidoli. Bonsoir tout le monde et bonsoir Marc. Merci pour l'invitation et hâte de débriefer sur le vélo aujourd'hui. Eh bien, on va commencer sans tarder. Donc, le principe de l'émission, on va être à livre ouvert, c'est roue libre, c'est-à-dire qu'on va faire tourner un petit peu la roue libre du cyclisme. Dieu sait s'il y a des pignons sur une roue libre aujourd'hui. Alors, on va tout de suite commencer. Première question, Alfred Desfontis. Vous avez été donc plus d'un quart de siècle, 6 mandats, donc président du comité. Vous avez été entraîneur, coureur. Vous avez gagné le Tour. Vous connaissez le vélo. Je crois que vous êtes né avec le vélo. Alfred, aujourd'hui, on est en 2026. Vous n'êtes plus le président. Que devenez-vous ? Voilà, donc l'émission s'appelle Roue Libre, mais il y a des choses que je ne peux pas dévoiler, mais on ira vers l'essentiel. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que je deviens? J'ai toujours l'œil sur le cyclisme. Je suis élu du comité régional cycliste. J'ai un certain nombre de clubs qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance. Donc, je fais partie de l'équipe comité du président Norescal. Quand je suis convoqué, j'y vais. Et puis, au-delà de cela, je suis élu à la Fédération française de cyclisme, plus exactement au Conseil fédéral. Et le Conseil fédéral m'a mis en charge d'avoir l'œil sur tout l'outre-mer. Pas seulement l'œil au niveau de la politique sportive, mais d'avoir l'œil sur les finances de l'outre-mer. Donc, je suis régulièrement en contact avec le comité de Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, et aussi la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, et nous travaillons pour permettre le développement du cyclisme domien. Et quand je parle du cyclisme domien, rappelez-vous que j'ai mis en place avec la Fédération française de cyclisme et le président Salin, qui était président de la Nouvelle-Calédonie, avec l'équipe de l'Outre-mer, le pôle Outre-mer,
en ce moment qui est à une vitesse de croisière. Et pour mieux vous expliquer ce pôle, qu'est devenu le jeune Oukou, voilà un produit du pôle. Et je profite de cette émission pour non seulement remercier l'effort qu'a réalisé le Madini Nabaïka, club formateur pour ce jeune, et aussi l'endurance qu'a eu la famille, monsieur et madame Oukou, pour permettre à ce jeune aujourd'hui d'être dans le rang du professionnalisme. Et il y en a d'autres, mais j'en passe. Je ne veux pas non plus trop mobiliser. C'était juste pour centrer un petit peu que devient Alfred Desfontis. En ce moment, je reviens d'un conseil fédéral où nous avons mis en place le congrès fédéral qui se fera pendant le week-end des fêtes de carnaval, qui se fera à Pau. Donc, tout est mis en place pour que chaque comité puisse développer, parler de sa politique et poser des questions sur ce qu'il souhaite avoir pour cette saison 2026. Quels vont être maintenant un petit peu, Alfred Desfontis, votre plan d'action? Parce que j'imagine, bon, vous avez un rôle important, vous avez un regard donc visionnaire sur l'ensemble du cyclisme antillais et d'outre-mer. La question, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Quelles sont les décisions que vous aimeriez qu'ils soient prises pour faire évoluer le cyclisme dans l'outre-mer? Ben, vous savez, moi, je ne me mélange pas dans la politique sportive de chaque comité. Les comités qui ont un besoin, ils écrivent à la fédération via copie à Alfred Desfontis du Conseil fédéral, et je vois la DTN, je vois l'équipe technique, ou je vois les finances, je vois le président pour les demandes qui concernent ces comités pour leur aider à développer leur politique sportive, mais je pense que chaque comité a sa politique sportive. Je suis très près depuis quelque temps de Frédéric Théobald, qui régulièrement cause avec moi, et là, il a un projet que je ne vais pas en parler, mais je lui ai dit de bien réfléchir, parce que ça va vers l'Union cycliste internationale. Je ne vous ai pas parlé de l'Union cycliste internationale parce que grâce à David Lapartien, je suis en quelque part dans la Caraïbe, l'un des porte-parole de David Lapartien envers l'UCI, et nous travaillons en concert. C'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, pour l'international, Frédéric Théobald a besoin de mes conseils, a besoin de prendre contact avec les instances, et il passe très souvent par moi pour pouvoir atteindre. Donc, en tout cas, chaque comité rentre en contact avec moi pour ceux qui ont besoin que ça aille un petit peu plus vite pour permettre à ces comités de développer le sport. En ce moment, il y a un vrai développement qui se fait pour relancer le cyclisme dans la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, avec ceux qu'ils ont vécu, il y a un travail qui se fait en quelque part. À Tahiti, ça se passe bien, puisqu'il y a des jeunes qui vont au championnat de France sur piste et ils ont des médailles. En Guadeloupe, ça se développe très bien. Et là, il y a bientôt une détection qui se fera pour permettre à ces jeunes de rentrer ou de ne pas rentrer au pôle ultramarin. Les choses sont mises en place, mais c'est aux clubs qui ont mis en place leur politique sportive, aux comités qui ont mis en place leur politique sportive, de passer par le comité pour que le comité, via la fédération, pour mettre en place des développements qui leur permettent d'atteindre un niveau supérieur. Alors on peut estimer que vous avez un rôle surtout consultatif et puis de porte-parole, donc un peu fédérateur pour créer du lien finalement. Oui, absolument, absolument. Très bien. Ouais. Merci Alfred, c'est très complet, comme ça permet de voir que vous êtes encore très impliqué. Pour ceux qui pensaient que vous seriez à la retraite, peine perdue, c'est clair, on l'a bien compris. Allez, je me tourne maintenant vers Raymond Raffin. Alors Raymond, on le présente aussi, enfin on le présente plus parce que c'est aussi une figure du cyclisme. Le CCV, donc le cyclo-club du Vauclin, les maillots verts que l'on voit sur le bord de la route, Cédric Eustache qui a gagné peut-être un des plus beaux palmarès du cyclisme. Vous êtes maintenant le président en titre et vous êtes revenu aux affaires et Dieu sait si vous vous impliquez. Alors Raymond, on va donc s'intéresser au cyclisme martiniquais puisqu'en tant que président de club, on est complètement à tous les étages. J'ai envie de dire, bon, on a démarré la saison 2026, on a eu une saison 2025 avec un nouveau comité. On va pas revenir sur le bilan de 2025. Moi, j'ai envie de vous poser tout de suite la question. On est en 2026, la saison redémarre. Où en est
le cyclisme martiniquais à votre avis? Alors, c'est pas pour être pessimiste, mais le cyclisme est en déclin. En déclin, c'est-à-dire? Alors, notamment au niveau des jeunes et au niveau du management. Et ça, c'est un gros souci pour nous, les présidents de club. Alors, on essaie de faire avec nos moyens. Bon, heureusement qu'on a quand même l'école de VTT, qu'on essaie d'avoir une petite pépinière pour les années à venir. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, hier, sur la course qui s'est le chargé de président de club. Quand on regarde le nombre de partants et on regarde au U17, ils étaient à peine une petite quinzaine, en sachant qu'il y avait des U17-1 et des U17-2. Il n'y a que les U17-2 qui vont peut-être passer U19. Le peloton devient de plus en plus maigrichon, et tout en sachant que les U19, plus les Access, qui grossissent le peloton, ne veulent pas participer au Tour de Martinique, par exemple. Alors, on voit que vraiment, on n'a pas... Il y a encore un gros travail à effectuer pour qu'on puisse revenir au niveau et continuer à travailler. Alors, bien entendu, les sponsors, qu'ils mettent la main à la pâte pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Et là, les parents, comme les clubs, sont obligés, par exemple, au challenge des présidents de club, c'est les présidents qui participent au financement. Ce qui veut dire qu'il y a un gros souci, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Alors, on va tout de suite parler du challenge des présidents de club. Il y a eu en effet donc ce dimanche une course qui s'appelle la première manche de la course des présidents de club. Donc, en deux mots, c'est donc un challenge sur plusieurs courses. C'est comme une course au point, c'est-à-dire que les temps ne sont pas comptés comme dans un tour cycliste. Donc, il marque des points. Et au bout du compte, on aura donc un vainqueur. Donc, ça veut dire que si on suit votre raisonnement, c'est vous, les clubs, qui financez ce challenge. Alors, un prix a été défini pour chaque club, un prix de 250 € au président du club. Ça, c'est la contribution La que vous mettez. contribution, alors bon, après, à savoir qu'est-ce que le comité va rajouter pour savoir s'il peut y avoir une grille de prix un peu raisonnable, parce que ça fait pas si longtemps. Il y a des coureurs qui s'étaient manifestés par rapport aux grilles de prix, parce que vu l'achat du matériel qui a déjà un prix élevé, et il faut quand même qu'ils rentrent dans leur foi. Ils font des sacrifices. Bon, il faut que ça soit reconnu et récompensé. Bon, on peut les comprendre de notre côté. Mais si on n'a pas ce qu'il faut derrière en matière de partenariat, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors Raymond, quand on regarde un petit peu, l'an dernier, il y avait 17 clubs affiliés donc, à la Fédération française de cyclisme, donc au comité régional. Et là, on a 8 clubs pratiquement qui disparaissent, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de clubs, de moins en moins de coureurs. Comment on peut expliquer la déperdition de tous ces clubs qui pourtant sont des clubs qui ont marqué l'histoire? Yannis Sedeli pourra nous parler de la POJ. C'est un club dans lequel il a démarré, un club qui a quand même sorti de très bons coureurs. On a Fewas qui a toujours encore l'an dernier performé, qui n'est plus là. On a un club comme le CL qui est quasiment en gestation avec un seul coureur. Alors on en passe, on oublie les autres pour l'instant, mais le fait qu'il y ait moins de clubs, et d'un autre côté on voit hier encore au départ, 53 coureurs au départ, avec un quart du peloton qui est quasiment au sein du même club. Comment on peut analyser ça aujourd'hui? Alors, il faut avoir une gestion rigoureuse quand on est président de club. Parce que bon, pour faire progresser nos jeunes, il faut aller se frotter ailleurs contre d'autres coureurs, mais ça a un coût. Et si, par exemple, sur une année, on a un financement qui ne nous permet pas de partir à l'extérieur et on prend le risque d'y aller à l'extérieur, eh bien, on se retrouve l'année suivante, peut-être en déficit, et on ne peut pas remonter la pente. Et ça, c'est un gros problème. Il y a des équipes qui sont toujours affiliées, mais qui ne vont pas organiser cette année, telles que Féroce, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, il n'y a plus de coureurs au départ. Ouais, alors, je préfère faire l'impasse, même partir dans le long avec mes coureurs, si on ne peut pas se permettre de partir à l'extérieur avec le prix des billets et tout ce qui est logement, etc., et préparer mes coureurs sur place pour pouvoir essayer de gérer pour l'année future, parce qu'il ne faut pas regarder au jour le jour, il faut regarder l'année prochaine. Parce qu'on peut avoir un partenaire là, puis l'année prochaine, il arrête. Bien sûr. Alors, si on n'a pas ce qu'il faut, on risque de laisser sur le carreau des petits, des jeunes, des seniors, il y a de tout. Et là, on se retrouve à recommencer tout à zéro. Alors, ce qui est surprenant, par exemple, il y a des championnats, donc les coureurs y vont
sous le maillot de la Martinique. Et on a vu encore en 2025 des champions en titre comme Jean-Baptiste Némy, comme la Dalia Rennes. Et ce sont les parents qui ont été obligés enfin avec les amis et puis sûrement les supporters alliés, de financer le déplacement de leurs coureurs, alors qu'avant, Alfred Desfontis, lorsque on envoyait une sélection, c'était pris en charge. Et là maintenant, ce sont les parents qui sont obligés. Il y a quand même un sacré malaise, dites-moi. Dites-moi. Ah, vous me posez la Oui, je vous question? pose la question. Excusez-moi, effectivement, nous nous sommes toujours débrouillés pour trouver des partenaires, des sponsors, se déplacer vers la collectivité ou déposer des dossiers pour trouver le financement pour que ça puisse pas retomber sur le dos des clubs et des parents. J'ai pas connaissance qu'une sélection complète s'est déplacée et puis que euh, euh, le financement a été déposé par les clubs et aussi par les parents. J'ai comme exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le championnat de la Caraïbe féminine À et Barbade. aussi à Barbade et le championnat route. Il s'agissait de Jean-Baptiste Némy, Dalia Rennes. Jean-Baptiste Puis Noémie Dalia Rennes. et Dalia Rennes. C'est l'espoir cycliste de Ducos, le club de Féroce et la famille de ces deux jeunes qui ont mis en quelque part les finances en place. Moi, j'ai donné mon coup de main, ce qu'il fallait faire pour les contacts, ainsi que Michel Marissette qui a pu se déplacer grâce à l'espérance cycliste de Ducos. Et puis, effectivement, les choses sont difficiles pour le nouveau comité. Donc, ils font appel aux jeunes. Hein. Bientôt, il y aura cette année des championnats de France, des championnats de la Caraïbe et des Jeux. Et déjà, le président a annoncé aux familles qui aura des coureurs sélectionnés ainsi que les clubs de mettre la main à la pâte pour le déplacement. C'est bien malheureux, mais c'est aussi, je pense, un problème financier. Donc, la famille des cyclistes devra, une fois de plus, se serrer les coudes, ainsi que les clubs qui sont déjà en difficulté, parce que les partenaires se font rares, la vie est devenu compliqué. économique est difficile. Donc, que faire? Il y a une grande réflexion à mener en ce sens. Et c'est pourtant, il y a des clubs qui organisent. Vous savez, dans le temps, quand ton club organisait une compétition, après avoir payé le comité, payé tout ce qu'il y a à payer, cette compétition, il restait de l'argent en caisse pour permettre aux clubs, avec ce que faisaient les clubs, la politique sportive. Bien entendu, il fait fouiller, hein. Il y a des demandes à faire un peu partout. Il faut se rapprocher de la DRAGES, il faut se rapprocher de la collectivité. Il y a pas mal d'endroits qu'on peut trouver des fonds pour développer le cyclisme en elle-même avec des jeunes Martiniquais. Et c'est comme ça que les choses vont se développer. Mais je comprends très bien hein, que les choses sont compliquées, sont suffisamment difficiles pour développer notre sport. C'est vraiment en fait un challenge dans le challenge, c'est de réussir à la fois à sortir des coureurs, à mener donc une politique pour permettre aux jeunes de faire du sport et aussi de pouvoir le financer. Le sport, on l'a dit, le sport coûte cher. Je voudrais me tourner maintenant vers Guy Flavien. Guy, alors on rappelle, membre fondateur du VTT, Marc, le fiston qui a réussi aussi une belle carrière. Guy, toi vous qui avez connu donc les débuts du VTT, le VTT a connu une montée en puissance intéressante. On sait que c'est le creuset qui permet aux jeunes aussi de démarrer. On l'a encore vu ce week-end où les jeunes sont bien présents au départ. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, entre ce que vous avez connu au départ, l'évolution du VTT, quand vous écoutez Alfred et Raymond Raffin, quel est comme votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ça? C'est vrai que le cyclisme martiniquais est pointé du doigt et tous les problèmes que nous avons évoqués à l'instant expliquent ce que je peux appeler un déclin.
Et je me suis aussi rendu compte que le VTT est en train de subir aussi, est en train de prendre cette mauvaise pente. Donc je crois qu'il faut qu'on réagisse et je pense encore une fois que le VTT peut encore apporter du sang neuf à notre cyclisme. Pour ce faire, je crois qu'il y a plein de choses à faire, mais bon, déjà une prise de conscience au sein des différents clubs. Et puis, jeter un regard sur la formation. Mais la formation au sein des clubs, tant des cadres techniques que au niveau aussi du corps arbitral. Je crois que c'est extrêmement important de bien gérer une course. Ne serait-ce on parle de VTT par exemple, que j'ai vu, il faut que l'encadrement soit compétent. Il faut aussi qu'au niveau du corps arbitral, qu'il y ait aussi cette compétence. Parce on a affaire, surtout en VTT, à des jeunes. Et il faut prendre en compte cette jeunesse, ces enfants, il faut les suivre. Il faut leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire respecter la réglementation, ne pas leur donner trop de kilomètres. Donc il y a pas mal de petites choses à faire et assez rapidement pour que les choses évoluent dans le bon sens. J'ai envie de poser la question, je vous sens à la fois très réaliste et très pragmatique parce que vous êtes au cœur vous avez vécu toutes ces situations. Mais j'ai l'impression que quand je vous écoute, je sais pas comment le ressentent les téléspectateurs, que je dirais pas que vous êtes fataliste, mais quelque part, vous êtes conscient, il y a un constat qui est édifiant, qui est là et qu'on mesure. Et j'ai envie de dire, mais quelles sont les solutions? Et vous, Guy, demain, vous êtes aux affaires du VTT, vous y revenez. Qu'est-ce que vous prenez comme décision tout de suite pour relancer le VTT? Oui, c'est ce que je disais. Les décisions à prendre sont là. C'est qu'on soit déjà conscient de ce qui se passe et de s'organiser pour attirer les enfants, les uns et les autres, proposer des choses dans les écoles. Parce qu'il y a des clubs qui sont conscients de la chose et qui mettent en place une politique digne de ce nom. Je parle du club que je connais, le Madinina Bikers. Nous avons des formateurs qui arrivent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a pléthore d'enfants au sein du Madinina, pléthore de sportifs. C'est parce qu'au sein du Madinina, il y a un encadrement, il y a une prise en compte d'un peu des enfants qui arrivent sur le plan sportif, familial. Et donc il y a ça à faire, quoi, cette prise en compte du sportif dans le milieu qu'il emprunte. Il faut qu'il soit bien accueilli et bien suivi. Donc, c'est la préconisation un petit peu, c'est le modèle Madina qui finalement aussi a toujours beaucoup de coureurs, qui sait se renouveler. Donc, ils ont peut-être, eux, trouvé le juste compromis entre faire du pédagogique, de l'éducatif, et puis de donner un petit peu la chance et la possibilité aux jeunes de grandir et d'évoluer parce qu'ils ont mis quand même une structure sérieuse en place, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a des cadres de l'Hexagone qui sont au sein du Madinina et qui sont là pour former tant les cadres techniques qui n'ont pas encore le niveau et pour encadrer les enfants. Et voilà, c'est leur rôle. Donc bien sûr, ce sont des sportifs, ils participent aussi en participant à des épreuves sportives, mais leur premier rôle, le but premier qu'exige le président Edith Marie-Sainte, c'est qu'ils viennent pour un but précis, former les gens. Ouais. Et je pense que je veux juste ajouter l'existence de la CEF grâce au président Marie-Sainte, mais aussi au président Desfontis, la CEF, qui est un organisme à connaître et que tous les présidents de clubs devraient connaître. Devraient connaître l'existence de cette CEF, qui est une structure d'entraînement et de formation
reconnu par la Fédé, reconnu par le rectorat, même si c'est un club qui dirige. Et c'est le Madinina qui a mis en place cette formation. Je pense que le président des Fontis en parlera mieux que moi. Et il y a un responsable, il y a un technicien aussi qui est nommé et qui suit les enfants, enfin les enfants, je crois que ça va des U15 à U19. Hein, et on voit déjà les résultats parce que l'année dernière, c'était assez intéressant de voir que cette CEF dirigée par Eddie Stiebel a porté ses fruits parce qu'on a eu de très très bons résultats. C'est très bien. Alors Raymond, tout de suite, je rebondis sur ce que vient de dire Guy Flavien. Vous avez aussi monté votre école de vélo. Est-ce que vous avez connaissance de la CEF? Est-ce que vous utilisez ces... Non, je n'avais pas encore connaissance de la CEF. Et là, c'est une très bonne nouvelle de l'apprendre. Et comme j'ai des jeunes qui sont en VTT, qui ont 13-14 ans, et j'attends avec impatience qu'ils prennent leurs 15 ans, s'ils ne veulent pas continuer le vélo, de se pencher pour être éducateur ou autre, pour pouvoir les utiliser autrement. Donc finalement, C'est une sur très bonne nouvelle. le plateau Zitata vous permet de connaître un petit peu la connaissance de la CEF. Donc moi, ça m'interpelle, ça me fait poser la question, est-ce que les clubs sont finalement solidaires entre eux? Bon, c'est vrai que chacun prêche pour sa paroisse parce qu'il y a l'esprit de club, c'est la compétition, on veut gagner. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses comme par exemple le calendrier, la sécurité, qui sont quand même le bien commun du cycliste? Quand on voit le mot formation, Guy Flavien insiste dessus, je crois que en termes de formation, tout le monde a intérêt à converger pour que le niveau s'élève finalement dans tous les clubs. Alors, il faut dire que du côté du club Tequite Vauclinois, on a des relations de courtoisie avec tous les clubs. C'est une bonne chose. On a de très bonnes discussions respectueuses, courtoises. Et jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien passé. Bien entendu, on n'est pas dans les petits papiers des autres clubs, mais quand j'entends des nouvelles comme ça, c'est toujours bon à prendre pour pouvoir nous-mêmes qu'on puisse évoluer. Eh ben, c'est formidable d'entendre ça et merci à Guy. Je voulais rajouter quelque chose. Juste préciser qu'on allie activité scolaire et sport. Hein. Ça, c'est le concept sport-études en fait qui se pérennise et c'est important. Ouais. On va donner la parole à Yanis Sidoli. Alors lui, c'est la génération plus jeune. Yanis, tu étais un brillant coureur. Tu étais parti aussi pour faire une belle carrière. Tu as démarré donc à la Pédale d'Or, que l'on salue bien, qui malheureusement aussi connaît quelques difficultés. Alors Yanis, on sait qu'il y a eu ce terrible accident. J'ai envie de dire aujourd'hui, toi qui étais coureur encore récemment, donc tu as connu tu es encore dans les jeunes générations, tu as connu aussi celle d'avant. Quel regard, toi, aujourd'hui, maintenant qui est aussi en recul, avant de parler d'handisport, quel regard tu portes sur ce cycliste martiniquais que tu as connu tout petit, tu as grandi en gagnant de très belles courses, et aujourd'hui, avec le recul, comment tu le vois? C'est vrai que en vrai, tout a déjà été dit, entre guillemets, par un peu tout le monde. Tout le monde constate qu'on a un cyclisme qui est vraiment en train de perdre en notoriété, même en affluence du public aussi. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que moi j'ai connu lorsque j'étais coureur valide, ça n'a strictement rien à voir maintenant. Ça a beaucoup changé. Le nombre de coureurs aussi, lui aussi, il a un peu diminué, mais ça, je pense qu'on doit ça un peu au Covid aussi. C'est vrai que le Covid a un peu cassé cette dynamique qu'on avait en Martinique, parce que tout s'est mis en pause pendant au moins une année et quelques. Donc, le temps de rebalancer, c'est vrai que on a des jeunes aussi qui sont plus trop intéressés par le sport. On va pas se mentir, je suis éducateur sportif, j'ai fait des interventions dans les écoles et tout. Et c'est malheureux de constater que faire du vélo pour les écoles, dans certaines écoles, faire du vélo pour les enfants, c'est une contrainte et pas un plaisir d'en faire. Alors, lorsque nous, on leur dit alors je suis pas vieux, hein, mais qu'à mon époque, en tout cas, lorsque j'étais à l'école, j'avais pas d'activité vélo, que moi, j'aurais aimé avoir une activité vélo à l'école, qu'on puisse, on va pas se mentir, ou pas seulement pour le code de la route, savoir mettre son bras et son machin, mais juste pour faire du vélo, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait qu'on perd un peu au niveau du nombre de coureurs. Je parle encore du VTT. Moi, j'ai commencé par le VTT. J'ai commencé le VTT en poussin 2. Bon, je sais pas ce que ça vaut en U maintenant, parce que j'ai un peu de mal avec les U9. Ouais. Moi, je suis toujours à l'ancienne avec les catégories poussin, pupille, benjamin et tout ça.
lorsque j'ai commencé en poussin, par exemple, ou en pupille, on était 60 sur la ligne de départ. Et lorsque les premiers étaient déjà arrivés, ils étaient déjà obligés de lancer la course des Benjamins sans attendre l'arrivée des derniers pupilles parce que c'était beaucoup trop nombreux et qu'on n'aurait pas pu. Donc, et tout ça, ça amenait beaucoup de parents, beaucoup d'enfants à venir et à pratiquer du vélo. On n'avait pas que du cross-country non plus à l'époque. À l'époque, on avait de la descente, on avait des compétitions de trial aussi. Donc, tout le monde arrivait à trouver son bonheur un peu dans le VTT. Bon, malheureusement, dans le VTT en Martinique, aux Antilles tout court, lorsqu'on arrive en catégorie junior, ça n'a plus trop d'avenir. Donc, on bascule automatiquement sur la route. Et après, sur la route, ben, forcément, si on avait, je sais pas moi, 40 cadets qui faisaient du VTT, on en avait peut-être une vingtaine qui passaient sur route. Ça gonflait le peloton, ce qui fait qu'on avait des pelotons à plus de 100 coureurs. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut vraiment, peut-être pas revenir exactement comme c'était à l'ancienne, mais remettre certaines courses qui amenaient du monde à l'époque, qui faisaient que les gens aimaient venir voir les courses de vélo. Et voilà. Et qu'on nous respecte un peu plus sur les routes aussi, parce que du coup, comme là, on va pas se mentir que sur la route, maintenant, ça devient très risqué de faire du vélo avec le nombre d'accidents, les coureurs qui sont renversés. On n'a pas des routes qui sont très adéquates non plus pour notre sécurité. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, que la base, en tout cas, ça serait vraiment de revenir sur attirer du monde en VTT pour qu'après ça bascule sur la route comme c'était avant et ça a toujours bien fonctionné. Président, Puisque oui, c'est un débat pas pour passionnant. trouver des solutions, mais pour tirer quelque part l'attention à la famille du cyclisme, que je répète très souvent, et le président Flavien le sait très bien, l'usine, la fabrication de la route, c'est le vélo tout-terrain. Le vélo tout-terrain amène tout ce qu'il faut pour être à vélo, pistard, la route et aussi le BMX. Ça, c'est important parce que le parent, il va plus facilement acheter un vélo tout-terrain, envoyer son jeune avec un club dans les terres. Et comme dit Yannick, après, le jeune se dit, ouais, mais pourquoi pas ne pas aussi goûter à la route? Exact. Je me suis battu pour la piste cyclable de Pays Noyer depuis du temps de Maurice Doguet avec d'autres, je n'ai pas été seul. La piste, elle est disponible à Ducos. Je me suis battu aux côtés du maire Samo au Lamentin, là où était, je l'ai emmené un jour sur le stade Adèle, j'appelle le stade de l'Aiglon, et lui dire cette piste de chevaux qui ne sert plus à rien, mettons un projet. Aujourd'hui, le projet est là, et il m'avait dit, avant de lâcher les affaires de la municipalité, ta piste, elle sera livrée. Elle a été livrée, bien entendu, priorité au Madina Baker et à l'ECL, mais la Martinique, les autres clubs peuvent prendre contact avec l'ECL, le Madina ou la ville du Lamentin pour aller faire fonctionner leur école de vélo sur la piste. Les parents vont plus facilement déjà autoriser aux enfants à faire le vélo tout-terrain ou à venir sur la piste de Pays Noyer ou celui du Lamentin intitulé Vénérand Rago. Bon, en tout cas, il y a les outils sont déjà là et c'est trouver les clubs doivent trouver le moyen, finance pour les vélos avec les parents et puis emmener les enfants soit sur la piste ou au vélo tout-terrain. D'où sortent des garçons comme Thomas Vauclair, d'où sortent des garçons comme Hervé Arcade, comme Marc Flavien, et j'en passe, le jeune Oukou. Ils sont passés par l'école du vélo tout-terrain, et ça, je suis sûr et certain, s'il y a quelqu'un qui a toujours soutenu cette pratique, c'est bien moi. Merci. C'est bien moi, pour permettre le développement de notre cyclisme sur route. Donc, je répète, l'usine, la fabrication de la route, c'est le vélo tout-terrain. Alors, le message est passé. C'est clair que
je crois que Marc Flavien aussi en est un bon exemple puisqu'il a vraiment démarré. D'ailleurs, le Madina Bikers, quand il a démarré, c'était un club de VTT. Et lorsqu'ils ont évolué, ben, ils sont passés à la route. Alors, Guy, quand on regarde un petit peu l'évolution du VTT, au départ, vous attendiez pas un tel succès? Il est clair que en 1985, quand je suis arrivé dans l'Hexagone et que j'ai découvert le vélo, ce vélo-là, qui m'avait surpris, et on m'a demandé d'essayer, et quand je l'ai essayé, je me suis dit, ça, il faut absolument faire connaître ça. Il faut que ça rentre dans le département. Mais jamais je ne pensais que ça prendrait cette tournure. Mais c'est vrai que en fait, le président Desfontis va le confirmer. Ça n'a pas été très facile d'intégrer le VTT au sein du cyclisme martiniquais. Quel était le problème pour que ça soit difficile à ce Ben, la méconnaissance, on ne savait pas ce que c'était, on se disait que ça va prendre la place du vélo, etc. Hein. Et quand le cyclisme martiniquais est parti à un moment pratiquement en décrépitude, le vélo tout-terrain était là et montait en flèche. Il a remonté un peu. C'était vraiment la locomotive pour le cyclisme martiniquais. Et le but recherché, c'était justement, comme disait Yanis, hein, c'était de permettre aux parents d'envoyer leurs enfants dans des lieux où les enfants pouvaient évoluer très facilement. Et ensuite, au fil des années, intégrer la route si bon leur semblait. Mais on a l'impression, enfin, vu quand on discute aussi avec des parents, moi je suis aussi grand-père et Dieu sait si j'ai connu le vélo. Quand je discute avec les membres de la famille, j'ai un petit-fils qui s'est mis au VTT et puis tout de suite on l'a remarqué, on va s'occuper de lui. Mais là, on dit, oh non, non, le jour il va falloir qu'il aille sur la route, je vais pas dormir, je vais angoisser, tout sauf la route. Moi, grand-père, je veux pas surtout m'imposer là-dedans, mais c'est vrai que Raymond, enfin, tu dois le savoir mieux que moi, tu as monté une école de VTT, tu étais inscrit au sein des écoles, les familles t'ont suivi. Quelle est la difficulté principale aujourd'hui pour cette école de VTT? C'est de pouvoir pérenniser aussi les jeunes, de les amener à la route à terme? Ah oui, c'est pérennisé pour les amener à la route, mais je profite notamment pendant les entraînements, bon, les parents sont toujours là, les faire des leçons de pédagogie pour qu'ils puissent voir que, parce que quand l'enfant est en VTT, ça leur permet d'éviter les obstacles, c'est l'école. Et ça le sert sur la route pour dire que ça sera moins risqué que si l'enfant avait commencé directement sur la route avec un bagage déjà technique, ça serait un peu mieux. Alors, il commence à comprendre petit à petit, mais il y en a d'autres qui sont un peu réticents. Et l'autre gros problème qu'il y a aussi, c'est que, bon, on est déjà un peu en difficulté, mais quand on a des jeunes coureurs, adolescents ou jeunes adultes, alors il y en a qui partent dans le mauvais chemin. C'est là il faut essayer de redresser la barre avec eux, ce qui n'est pas chose facile. Et à part de ça, vient se griffer encore les jeunes qui partent en études. Alors à chaque fois, c'est l'éternel recommencement pour pouvoir essayer de tenir à flot. Alors c'est pas évident. Yanis, toi qui étais dans une génération de jeunes performants, parce que il en est sorti quelques-uns de la pédale d'or, tu étais aussi un de ceux-là. Quand on regarde ces jeunes qui étaient prometteurs, à qui on voyait un potentiel, et on va pas nommer les noms, toi qui as grandi avec eux, aujourd'hui, où sont-ils, tous ces jeunes? Ah, il y en a, la plupart, en tout cas de ma génération, de ma catégorie, même âge que moi, il y en a qu'un qui fait toujours du vélo, c'est Jean-Emmanuel Lourando. Sinon, tous les autres, ils ont tous déjà beaucoup arrêté, mais on avait quand même de sacrés coureurs, en tout cas de ma génération à l'époque. Vous en avez gagné des courses jeunes. Oui, c'est ça. En fait, je pense aussi qu'il y a une différence de mentalité aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on était très dans la provocation au départ des courses. Donc, ça stimulait un peu tout le monde, qui fait que ça rendait les courses un peu plus belles aussi, tu vois. Donc, il y a plein de choses. S'il faut que je parle de ma génération, je vais parler d'énormément de coureurs qui étaient, en VTT en tout cas, je vais parler peut-être de Florian Sauveur. Ah oui, il était genre. Florian Sauveur au VTT, c'était, en tout cas en Martinique, pour moi, c'était le meilleur. En tout cas, à son époque, en tout cas, c'était le meilleur. Il n'y avait pas plus technique que lui, plus fort que lui. Je crois qu'il a gagné tous les championnats VTT de l'époque. Voilà, je me souviens d'une saison que j'ai fait avec lui. J'ai fait une saison à finir deuxième. Donc,
s'il faut qu'on revienne sur tous les coureurs que j'ai connus avant, je crois que j'ai vu des générations et des générations de coureurs en passant. De la pédale d'or, si tous les coureurs que j'ai connus à la pédale d'or étaient restés dans le vélo, je sais même pas si on aurait entendu parler de moi comme ça dans le cyclisme. Tellement les gars c'était vraiment des générations pas que à la pédale d'or, mais c'est vrai qu'à la pédale d'or, il y a une fulgurance de jeunes qui étaient vraiment très bons en même temps. Bon, après, ils se sont tous un peu dispersés. On s'est tous un peu dispersés. Bon, il y a eu des problèmes en interne que je ne vais pas citer sur la chaîne. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de générations. Et si je pense qu'il y avait le suivi qu'il y a aujourd'hui, pour aujourd'hui, le suivi, il est beaucoup plus performant qu'à l'époque. Donc, si on avait le suivi aujourd'hui, genre des CEF ou des... On avait le pôle qui fonctionnait, mais c'était un peu... Voilà, c'était pas le top niveau. Mais si on avait les suivis de maintenant à l'époque, je pense qu'Emmanuel Oukou ne serait pas le seul coureur martiniquais professionnel à l'heure actuelle. D'autant quand on remarque bien, puisqu'on a tous suivi leur carrière, Emmanuel Oukou était un coureur complet, c'est clair, il roulait, il sprintait, il grimpait, mais il y avait mieux que lui. On prend Thomas Vauclair quand il était jeune ici, puisqu'on sait qu'il a démarré sa carrière, il n'était pas forcément le meilleur de sa génération. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de ces deux coureurs? Sûrement, c'est le sérieux, le travail, la rigueur, être parti peut-être aussi au bon moment et rencontrer les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Et puis avoir des parents qui sont vraiment... Oui. Accrochés. Donc ça aussi, je pense que ça a été un élément déterminant. Félicitations à Emmanuel. Maintenant, on est fiers de dire qu'on a un coureur martiniquais professionnel. Il évolue avec Tom Pidcock. C'est énorme, quoi. Pour le cyclisme martiniquais, en tout cas, c'est énorme. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes, mais pas rester en Martinique. C'est ça. Et on se constate. Ils vont vouloir faire comme Emmanuel. Bon, c'est normal, hein. Partir et tenter leur chance eux aussi en métropole. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Oukou en partant tôt, comme tu le dis, Thomas Vauclair, on pense à Ronnie Marcias, à Johan Gene, qui sont passés pro parce qu'ils sont partis très jeunes. Quoi. Donc il y en a qui vont vouloir tenter de partir. Moi j'aime bien, je suis très pour rester chez toi, et puis tu es très connu, et puis tu as plein de petits avantages, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Alors qu'on est un inconnu. Que partir à l'étranger, et on est inconnu, quoi. Être un peu inconnu, parce que un Yannis Sidoli de l'époque, en Martinique, c'est vrai que c'était beau. Mais en France, il y a des milliers de Yannis Sidoli. Donc, faut vraiment s'accrocher et croire au fait de vouloir devenir professionnel. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, s'accrocher. Et normalement, après, ça devrait aller. Pour mieux vous dire toujours dans cette direction, j'ai beaucoup contribué et je remercie la famille de Jean-Baptiste Noémie, oui. Où j'avais enclenché une démarche pour lui pour passer déjà à Aix-en-Provence, mais les choses paraissaient très difficiles parce que Aix-en-Provence ne trouvait pas son nombre de points. Pourtant, sur le dossier, j'avais dit que c'était un très bon junior. Martigues a accepté de le recevoir. Donc, en ce moment, il est en double appartenance. Il fera bientôt ses coups de pédale avec Martigues. Mais le but de l'opération, qu'il puisse rester au maximum pour s'adapter, pour s'acclimater et faire quelques compétitions et d'année en année pouvoir évoluer. Je dis pas que je souhaite qu'il puisse rentrer dans les rangs d'une DN1, mais nous irons vers cet objectif et pour ça, remercier l'espoir cycliste de Ducos, c'est aussi le papa et maman du jeune Jean-Baptiste Noémie qui est en ce moment là-bas disponible. Il revient de stage avec Martigues et il fera bientôt en compétition ses premiers coups de pédale. En tout cas, il est bien pris en main Irsto Tsaïkov, son manager, a lui-même couru en 1992 le Tour où il avait terminé 3e. Et c'est vrai que c'est un vrai père de famille et on est sûr qu'il lui donnera tous les atouts. D'ailleurs, Raymond, Cédric Eustache est passé par le club de Martigues. Passé par le club de Martigues. J'ai eu l'occasion de voir leur installation. C'est une très bonne école et je pense que Némi est bien tombé et je pense que sa progression va pas tarder à se faire sentir d'ici quelques mois. Là, on va le suivre. En tout cas, c'est vrai que la saison va redémarrer. En plus, il est dans le midi de la France. Raymond, on parle des jeunes qui ne tiennent pas longtemps dans le vélo et qui malheureusement s'éparpillent et puis
on a un gâchis à ce niveau-là et Yanis l'a très bien souligné. Par contre, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le cas d'Émile de Mazie, parce que lui, c'est l'antithèse des jeunes. Il a bientôt 49 ans. Il reprend, donc il a plus de 35 ans de vélo. Il a encore terminé 5e en début de saison sommet d'Épinay. Il enchaîne encore dans le challenge des présidents de club dans le top 10. Alors, moi, je suis quelqu'un, quand je le vois, je suis tellement admiratif, je n'ai plus de mots pour le définir, parce que à bientôt 49 ans, être aussi présent, s'entraîner avec autant de rigueur et de sérieux, sachant qu'il travaille, Alors, il faut dire que Émile, dès qu'il laisse le travail, de 13h, 13h30, il exerce son vélo, et ceci tous les jours. tous les jours. Avec lui, il n'y a pas de jour férié, c'est son vélo et sa famille. Et il est très rigoureux au niveau de la diététique, de son alimentation. Oui, parce qu'il est encore très Et, affûté. Hein. et là, on voit le résultat sur le terrain. Mais il n'y a pas que lui. Que penser d'Olivier Télès qui a 55 ans Et qui a terminé encore. et qui a terminé encore, qui est sorti deuxième meilleur access la semaine dernière et qui finit encore deuxième meilleur access à la 11e place ce week-end devant tous les jeunes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est formidable d'ailleurs, parce qu'il faut des exemples comme ça pour aussi dire que. Alors, moi, la question que je pose, avec ce que l'on sait du cyclisme aujourd'hui, est-ce que demain, on aura des coureurs dans le peloton qui feront la carrière comme Émile de Mazie ou Olivier Téleste? Non, Yanis, non, non, absolument pas. Ça, c'est ça, fini. ça, pour moi, ce sont des mordus, des passionnés, ou en fait, des chiens vélos, comme on dit. Voilà. Eux, ce sont vraiment des chiens vélos. Je pense pas qu'il y aura des coureurs vraiment capables J'aime bien ce terme. de refaire ça. C'est pas, non. On a retenu le terme chien vélo. Ah oui, Non, mais c'est exactement moi, ça. c'est comme ça. Ce sont des chiens Très vélos. souvent, quand je croise Ferdinand Ocade, Ouais. s'il entend une voix qu'il appelle chien vélo, c'est moi, parce que Ferdinand Ocade, Ouais. chaque matin, à 6 heures du matin, Il est sur le vélo. il est sur le vélo, il est là. Pour revenir sur Émile, Émile, c'est un sérieux à vélo, c'est un bosseur, c'est un gars qui voit que par le vélo, il quitte son boulot, allez, il est à vélo, il est dans sa famille. Et c'est pas le gars qui participe aux bringues. S'il y a des bringues, des fêtes, c'est bien Il est jamais là. Martinique. Ouais. On a fini avec les fêtes de fin d'année, on part dans le carnaval, bientôt Pâques arrive, même pendant le carême, il y a des fêtes. Donc, si tu te laisses embarquer dans c'est ça, tu pratiques pas convenablement la discipline. Il faut que les jeunes puissent se mettre en tête, qu'ils font un certain nombre d'années de vélo, de se consacrer au vélo. Et je vais du tout pas reprendre des exemples comme Robert Carotine, comme Charles Angel, Jacques Gensbach, j'en passe. Ils ont pratiqué sérieusement, quoique il y avait peut-être pas tant de fêtes et tout, mais ces gens-là étaient sérieux. Alors permettez-moi, je ne veux pas tous les citer, mais j'avais une génération dans le temps où ces gars-là ne rigolaient pas. Hein. Est-ce que vous faisiez la fête à votre époque? Quand on a les fêtes existaient, mais les Vous gens étiez étaient sérieux, Alfred Desfontis. oui, absolument, absolument. La rigueur. J'ai pratiqué la discipline à fond. Après, j'ai arrêté, j'ai pas traîné hein, pour arrêter, puisqu'en fait, en 1982-83, alors qu'il y avait un CTR qui était sur place et les coureurs n'écoutaient pas le CTR, c'était Jacques Simon, le comité en place de Gabriel Boiffy, Joseph Auguste, il y a aussi Hector Belfoy, ont fait appel à moi. Donc, j'ai fait ma sortie. J'ai bien préparé une dernière course que j'ai gagnée au sprint au Lamentin et je suis rentré rapidement à la commission technique. Et puis là, j'avais, comme on dit, on m'a donné quelques hommes et avec ces quelques hommes, j'ai monté une équipe et c'était une armada. Voilà, il nous reste 2 minutes, on va bientôt conclure. Alors moi, je dirais qu'en conclusion, l'exemple de longévité, c'est aussi Ferdinand Arcade, 77 ans. Il va donc, puisqu'il y a une catégorie UCI Grand Fondo par catégorie d'âge, il part en Guadeloupe, 124 km, monsieur gagne, et il est qualifié pour disputer un championnat du monde au Japon. Alors je crois que là, que s'il y a bien un exemple, alors lui c'est 60 ans de vélo et puis tout ce qu'on sait derrière. Oui, voilà, ce sont les vrais chiens vélos. Voilà, donc J'aurais aimé savoir s'il est toujours grand descendeur à cet âge. je crois que les qualités, on ne les perd pas. Alors messieurs, on va bientôt aller à la conclusion de l'émission. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir été présents donc pour ce premier rendez-vous. J'espère que ça, amis téléspectateurs, ce rendez-vous vous a séduit. On espère qu'ensuite on vous retrouvera régulièrement. En tout cas, sachez que Roulibella a cette vocation, c'est de parler à livre ouvert. Messieurs, vous l'avez
très bien fait. Je tiens vraiment à vous remercier. On va remercier aussi Zitata et toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous. On espère se retrouver bientôt et sachez que Zitata maintenant a une ouverture sur le sport et le cyclisme en fera partie. Je crois que c'est quelque chose qui va rentrer maintenant dans les programmes de Zitata. Notez aussi, amis téléspectateurs, que vous pourrez retrouver cette émission en pianotant Zitata sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous pourrez nous retrouver. Prochaine émission, on vous communiquera bien sûr les dates. Mais en tout cas, je tiens encore vraiment à remercier tout le monde pour que cette émission enfin puisse exister et que le vélo puisse enfin trouver une scène où on peut vraiment débattre librement en disant les choses tout simplement. Merci à vous. On vous souhaite à tous, amis téléspectateurs, une très belle journée, belle soirée. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien.